canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler d'un livre aujourd'hui. Le livre se nomme Edgar Poe et ses motifs à l'écran. Le mot motif est très important, on va en parler durant cette émission. C'est un ouvrage collectif qui est édité chez Presse Universitaire de Rennes. D'ailleurs, je les remercie pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et cet ouvrage a été dirigé par deux personnes, David Roche et Vincent Souladier. Ils sont là aujourd'hui donc pour nous parler de ce livre. Je montre quand même la couverture. Voilà. Et les éditions, comme je dis, Presse Universitaire de Rennes. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour pouvoir vous procurer ce livre. D'abord, première question très très simple, hein. Comment allez-vous après la finalisation de ce projet littéraire? Comment vous vous sentez? Bien, bien, ça va, oui. Ça a été un travail de longue haleine, c'est sûr. Après, bon, c'est un peu derrière nous déjà, on est passé à autre chose. Le livre, il est sorti le mois dernier. Il était aux Presses Universitaires de Rennes depuis un certain temps. Le temps de relecture, de finalisation, de fignolage a été un peu intense, c'est vrai, et ramassé en peu de temps, mais voilà, non, ça va. On est content qu'il soit sorti surtout et content qu'il puisse trouver un public. Moi, je voudrais en profiter peut-être pour remercier les auteurs et les autrices du livre, parce que pour le coup, c'est l'un des collectifs les plus faciles que j'ai eu à diriger. Tant les textes étaient déjà de qualité au départ, et c'est pour ça en fait qu'on l'a fait aussi, hein. C'est parce qu'en fait, on avait organisé une journée d'études à la Cinémathèque de Toulouse, à leur demande, à leur invitation en fait. Et on pensait d'abord faire ça un peu juste sur le mode université-société, autour d'un cycle de films qui projetait. Et à la fin de la journée, après avoir entendu les communications qui étaient vraiment d'une haute tenue, quoi, de grande qualité, on s'est dit, bon, bah, si on va se lancer dans ce collectif, mais c'était pas forcément le projet au départ. C'était vraiment une réaction à la qualité, en fait, de ce que les collègues, en fait, hein, ont produit. Voilà, donc on les remercie. Alors, bien évidemment, pendant l'émission, on va un moment parler de l'architecture du livre et donc je me permettrai de nommer les personnes qui ont participé à cet ouvrage collectif, ce qui est bien évidemment le minimum. Mais au moins avant cela, vous présentez donc David Roche, vous êtes professeur d'études cinématographiques à l'université Paul Valéry à Montpellier 3, membre senior de l'IUF, président de la CERCIA et pardonnez-moi, j'ai un accent un peu prononcé, donc auteur de Meta in Film and Television Series, Quentin Tarantino de Point Poetics on Politics of Cinematic Metafiction et Making and Remaking Horror dans les années 70 et 2000. Vincent Souladier, vous êtes maître de conférences en histoire et esthétique du cinéma à l'université Toulouse Jean Jaurès et vous êtes auteur de nombreux textes sur Terrence Malick, Michael Mann, Frédéric Wiseman, Paul Verhoeven, Spielberg, Coppola et David Lynch. Ma première question est très, très, très simple. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, afin qu'on comprenne un peu la genèse de ce livre et le fait qu'il y ait des textes qui ont été écrits là-dessus, comment vous pouvez expliquer aujourd'hui, oui, cette fascination pour cet auteur, Edgar Allan Poe, à travers les adaptations cinématographiques et télévisuelles, voire même parfois, comme vous le dites, des adaptations qui ne disent pas leur nom. Comment on peut expliquer cette fascination qui existe depuis très longtemps et qui continue encore d'être assez conséquente aujourd'hui? Alors, c'est une fascination, comme le montre Dennis Strady. Alors, premièrement, il y a une fascination à proprement parler française, qui est historique, hein, puisqu'il y a Charles Baudelaire qui a traduit, découvert pour la France, et tous les poètes dans la foulée se sont revendiqués de cet héritage, un peu cette figure de poète maudit, d'artiste maudit, aussi cette figure qui a été perçue comme une figure romantique, alors qu'aux États-Unis, en XIXe siècle, plutôt reçu comme quelqu'un qui parodiait le gothique allemand et ainsi de suite. Donc il y a cette fascination, j'ai envie de dire, proprement française, de la part du lectorat qui a toujours existé, et des artistes. Et puis après, quand on regarde un peu le cinéma, il y a effectivement, comme le montre Dennis Strady, des périodes dans l'histoire où on se tourne vers Poe.
pour l'adapter. Voilà, il y a différentes périodes, on va pas refaire son texte. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que la plus grosse période, c'est la période actuelle, effectivement, qui dure depuis en fait plus d'une vingtaine d'années, où on a vraiment cette présence d'Edgar Poe comme figure, et aussi voilà, comme écrivain et poète qui résonne dans le cinéma et dans la culture populaire de manière plus générale. Donc nous, en fait, on s'est concentré sur le cinéma, l'audiovisuel, mais comme on le dit dans l'introduction, c'est vraiment quelque chose qui est dans la culture pop de manière générale. Alors, c'est pas le but, le livre ne cherche pas à l'expliquer. Il y a d'autres textes qui cherchent à l'expliquer, hein, qui sont cités, mais le livre ne cherche pas à l'expliquer, plutôt à analyser en fait les œuvres. Mais par contre, je pense que les hypothèses, c'est à la fois le côté un peu, la prégnance du romantisme, de l'imaginaire romantique, hein, de manière générale, et gothique dans la culture populaire contemporaine. Hein. Voilà, il y a eu un mouvement gothique, les Goths, etc., dans les années 80-90. Donc je pense que c'est cette figure, c'est des associations un peu romantiques et gothiques qui vont avec Poe et son œuvre, qui font de lui un peu cette figure qui fascine et qui perdure aujourd'hui. C'est un peu une rockstar, si vous voulez, avant l'heure. Est-ce que cette idée de rockstar, certains auteurs et autrices qui se sont réappropriés l'œuvre d'Edgar Allan Poe, est-ce que parfois ils étaient, comment dire, un peu à côté de ce que Poe disait dans sa littérature? Est-ce qu'il y a eu à un moment des emprunts comme ça, non pas forcément au texte, mais plutôt parce que vous parlez de poètes maudits. Est-ce que c'était plutôt ça qui les intéressait? Oui, sans doute, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que on en reparlera, j'imagine, hein, mais s'intéresser à Edgar Poe et essayer de transposer Edgar Poe au cinéma ou à la télévision, c'est souvent faire un sort à la notion de fidélité à l'œuvre. Et travailler à partir de Poe, parce que c'est souvent ce qui se passe, en fait, les cinéastes qui ont essayé de faire des films à partir de Poe, le font à partir d'une interprétation d'Edgar Poe. Donc c'est vrai que parfois on a des films qui sont des adaptations plus ou moins revendiquées comme directes, mais on a aussi effectivement la figure de Poe qui intervient au cinéma ou dans des séries télévisées, et puis comme ça habillé de tout un imaginaire qui n'est pas forcément lié à la personnalité de Poe lui-même, mais à ce que la culture en a fait. Le Poe, comme vous dites, poète maudit qui se balade un peu comme ça dans le décor, on le retrouve très souvent. Alors, c'est cité dans certains des textes de l'ouvrage, mais par exemple, dans Twixt de Coppola, il est joué par Ben Chaplin, dans la série Altered Carbon, par exemple, où on a un barman qui est une espèce de sosie d'Edgar Poe. Bon, voilà, c'est toujours une vision, non pas forcément du Poe en tant qu'écrivain, auteur, poète, etc., mais c'est la figure populaire de Poe, ce que la culture populaire en a fait, qui devient un personnage en lui-même à part entière. Et comment vous pouvez expliquer que cet auteur-là est devenu extrêmement populaire pour le coup? Que ça soit qu'il y ait une répercussion dans la culture populaire qui est immense. Comment on peut l'expliquer? Alors ça c'est difficile à dire parce que ça se joue à plusieurs niveaux. C'est quand même un auteur qui, effectivement, si de son temps, il est mal reçu par la critique. En gros, il y a le Corbeau, le poème Le Corbeau qui est très bien reçu, mais sinon, c'est pas quelqu'un qui est pris très au sérieux et qui est plus connu presque comme critique littéraire ou commentateur que respecté comme écrivain. Bon, voilà, passer tout ça, à cause notamment des Français, en fait, hein, c'est un peu l'histoire de son œuvre, à cause de Baudelaire, Mallarmé et compagnie, il a quand même intégré le canon. Donc, à partir du XXe siècle, Poe est considéré comme faisant partie du canon littéraire états-unien, mais il est vrai que sa place dans le canon littéraire états-unien varie si on est aux États-Unis, par exemple, ou en France. Poe sera quand même considéré comme étant un peu plus mineur aux États-Unis que Melville, par exemple, ou Hawthorne, des écrivains de son temps, alors qu'en France, effectivement,
le côté validation par Baudelaire, par Mallarmé, par Apollinaire et compagnie fait qu'on le voit comme un écrivain majeur sans poser trop de questions à ce niveau-là. Voilà. Puis il y a aussi le fait qu'évidemment, comme il a écrit que des poèmes et des nouvelles et un roman, qui est mort jeune, il n'y a pas une œuvre romanesque comme on a chez Melville ou chez Hawthorne ou chez James, qui ont fait au minimum 4, 6, 8, voire 10 romans. Pour compléter très rapidement David, qu'en fait, Poe a un peu cherché ça, c'est-à-dire que c'est pas non plus quelqu'un qui, dans son activité d'écrivain, a cherché à se mettre à la hauteur d'un Melville ou d'un Hawthorne ou d'autres que tu as cités, mais c'est quelqu'un qui a revendiqué quelque part son goût pour la culture populaire et son écriture l'amène à toucher une audience, un lectorat le plus large possible, mais populaire aussi. Voilà, donc je veux dire, il s'est un peu peut-être inventé dans ses textes, dans son travail d'écrivain, comme une figure populaire en devenir. Vous parliez de la journée d'études, donc voilà, la genèse importante de ce projet, il y a cette journée d'études. Est-ce que dès le départ, lorsque vous aviez fait un appel à texte, ce qui vous intéressait, c'était de questionner, comme vous dites, les motifs d'Edgar Allan Poe à l'écran? Est-ce que c'était vraiment ça dès le départ, ou ça l'est devenu beaucoup plus tard, peut-être après la journée d'études? C'était le point de départ. C'était vraiment le point de départ pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément en fait de travaux déjà sur les adaptations de Poe à l'écran, en anglais mais aussi en français. On a des collègues qui ont sorti un gros volume qui s'appelle Spectre de Poe, qui est sorti l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant, mais en tout cas il y a vraiment pas longtemps. Donc c'est quelque chose qui a été. Comment? Voilà. C'est Gilles Ménégaldo et Jocelyn Dupont qui ont publié un ouvrage sur cette Voilà. question-là. Donc, du coup, nous, quand on nous a contactés, quand la Cinémathèque nous a demandé de faire ça, on s'est dit tout de suite, et c'est vrai que moi, j'avais quand même beaucoup lu déjà, et j'avais écrit sur Poe quand j'étais en littérature états-unienne il y a 14 ans. Donc, du coup, on avait conscience qu'il y avait cette matière, on ne voulait pas se répéter. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui permettrait de faire du nouveau. Et c'est tout de suite, en fait, très rapidement, on est arrivé à cette question des motifs, puisque l'une des choses qui caractérise un peu l'œuvre de Poe et son utilisation, c'est effectivement le bestiaire animalier, un traitement sonore aussi, parce que Poe était voulait être un poète, c'était son ambition principale. Donc voilà, vraiment le travail sur la sonorité dans ses textes. Et donc nous, c'était vraiment cette question du motif qui est une notion utilisée aussi bien pour la musique que pour la peinture et donc après pour le cinéma et d'autres arts visuels et littéraires aussi, nous permettait du coup de faire ce pont entre texte, image, son assez naturellement et tout en pouvant faire du nouveau, c'est-à-dire retourner sur les adaptations mais à travers le point de vue, la notion de motif, mais aussi regarder des films qui n'étaient pas du tout des adaptations ou des séries, mais qui reprenaient ces motifs avec cette dernière chose qui était Edgar Poe lui-même comme figure qui devenait motif. Voilà. Donc c'était vraiment c'était assez évident pour nous en fait quand on s'est lancé dans le projet que c'était là qu'il y avait quelque chose à faire de neuf, puisque en gros la question de l'adaptation avait vraiment été battue et rebattue. Je vais nommer, là, je pense que c'est une bonne transition pour pouvoir nommer les textes, mais aussi les auteurs et autrices de ces textes. Alors, il y a trois parties. La première partie, c'est circulation et transformation. Il y a trois textes. Hélène Frasique, qui a écrit sur des répétitions sonores dans les histoires fantastiques d'Edgar Allan Poe à la pulsation des images cinématographiques. Sophie Lécolle-Solnichkine, Le voile blanc où naissent les images. Alors, il y a Poe, Lovecraft, Carpenter, c'est des résurgences figuratives, ça on va certainement en parler. Christophe Chambaud, Le masque et la mort, la mascarade poesque dans Following, la série qu'on trouve chez Fox de 2013 à 2015. La deuxième partie, c'est les références plurielles et interprétations plurielles. Florent Christol, sur quelques vengeances incendiaires, du bal des Ardents de 1393 au masque de la mort rouge de Roger Corman en 1964, circulation d'un motif inflammable. Jocelyn Dupont, du chat noir à Antichrist, la sorcière sous le tapis. Pierre Jailloux, qui revient sur la jeunesse du film, on en a parlé, Twixt, du film de Coppola en 2011. La troisième partie, c'est dissémination et unité.
Denis Strédy, donc vous en parliez dès le début, l'importance du cycle d'adaptation Corman dans l'éclatement et la dissémination des motifs poesques. Philippe Fauvel, l'oscillation d'idées, Edgar Poe et Éric Rohmer dans un miroir, les histoires extraordinaires d'Edgar Poe en 65 de Rohmer, et Hélène Machinal sur l'humanité de l'IA, l'intelligence artificielle, le cas d'Eddie dans Altered Carbon, Netflix 2018-2020, et puis ensuite, bien évidemment, il y a une introduction, les motifs poètes que vous avez écrits tous les deux, et la conclusion à la fin de, comme son nom l'indique, à la fin de cet ouvrage. Question un peu générale sur tous ces textes-là, mais quand on en fait pas forcément un résumé, comment vous pourriez expliquer tous les deux comment on approche cette œuvre, ces adaptations, pardon, cinématographiques et télévisuelles via ces motifs-là? Comment on approche ça? La question du motif, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, du coup, ça me permet de rebondir plus tardivement sur ce que disait David tout à l'heure, c'est que la question du motif, en fait, elle permet de cerner peut-être un peu mieux la présence de Poe au cinéma, qui effectivement ne se limite pas aux œuvres adaptées aux films adaptés de son œuvre, puisqu'en fait, Poe a une présence qui est un peu labile. Et la question du motif permet d'aller chercher Poe là où on ne le verra pas forcément. Donc la manière de l'approcher à partir des motifs, ça permet en fait ou bien d'aller questionner des corpus très précis, comme le fait par exemple Denis Stwedy, qui reprend un peu la question des adaptations d'Edgar Poe par Roger Corman dans les années 60, en montrant que la fidélité aux œuvres, elle est toujours très relative et que parfois, en fait, Corman, sous prétexte d'adapter Poe, ne retient qu'une petite série de motifs pour parler de tout à fait autre chose et raconter une histoire qui n'a finalement rien à voir avec l'œuvre originale. C'est le cas du Chat Noir, par exemple, qui est presque un film de science-fiction qui n'a plus rien à voir avec Poe. Mais ça permet aussi à certains des auteurs de se lancer vraiment dans un travail interprétatif. C'est ce que font, par exemple, Jocelyn Dupont dans son texte sur Antichrist, où il propose une lecture qui est vraiment très personnelle du film de Lars von Trier, dans lequel il essaye de montrer que la construction du film, que l'utilisation que Lars von Trier a de certains motifs propres peut-être au cinéma fantastique, peut être rapprochée d'un imaginaire poesque, mais sans que ce soit en aucun cas revendiqué par Lars von Trier. Mais il y aurait tout un travail de construction dramatique et d'utilisation des figures et des motifs qui permettrait en fait de superposer l'imaginaire poesque pensé à travers la question du motif et l'imaginaire de Lars von Trier et de montrer qu'à certains moments, ça clique, quoi, ça fonctionne. Les deux peuvent fonctionner ensemble. Et on peut très bien voir Antichrist à travers un imaginaire distant et non revendiqué d'Edgar Poe. C'est un petit peu ce que fait aussi Sophie Nicholson-Lishkin dans son texte sur The Thing de Carpenter, où elle essaye de montrer que la couleur blanche dans le film, qui n'est pas forcément ce qu'on retient le plus quand on parle de The Thing de Carpenter, on retient plus majoritairement l'imaginaire Lovecraftien, la créature qui se transforme en permanence, etc. Et ce qui est évidemment là, hein, et elle en parle également dans son texte. Mais les monochromes de blanc, les monochromes de neige, elle les relie aussi à un motif poesque peut-être moins connu que le Chat Noir ou le Corbeau ou autre. Et elle essaye de montrer tout à fait, avec beaucoup d'intelligence, que ce monochrome de blanc peut servir d'écran de projection en fait, sur lequel viennent se plaquer tout un imaginaire, tout un bestiaire fantastique. Et cette question-là, qui renvoie à Pym de Edgar Allan Poe, elle est là aussi du côté du registre interprétatif. C'est ce qui permet un petit peu, la question du motif permet d'aborder Poe par des biais assez divers et de ne pas s'enfermer en fait dans une méthodologie qui serait celle de l'adaptation avec tout un bagage théorique préexistant et un peu compliqué qui ne jointe pas forcément avec la question de Poe au cinéma. Le motif permet ça, permet de prendre des corpus bien précis pour montrer qu'en fait on n'est jamais tout à fait dans l'adaptation, ou bien de prendre des corpus qui sont a priori très éloignés de Poe et de montrer qu'il peut y avoir des résonances en fait inattendues. Et puis peut-être pour revenir un peu au motif. Le motif, c'est quoi la définition d'un motif? C'est un fragment qui est répété, qui est voué être répété. Alors il ne va pas peut-être devenir thème ou leitmotiv, mais c'est ça. Et du coup,
ce fragment répété, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, c'est quelque chose que pratique Edgar Poe dans ses œuvres, qu'il a théorisé sans utiliser le mot motif, mais dans ses textes critiques, en fait, hein, où il explique, par exemple, comment il a écrit le poème Le Corbeau, qui est d'ailleurs un texte qui a été considéré comme étant peut-être de mauvaise foi, mais néanmoins, voilà, il théorise cette question un peu de l'effet voulu à travers des répétitions sonores. Et du coup, cette idée du fragment répété, fragment sonore, fragment visuel, permet de voir aussi la répétition au sein d'une œuvre donnée, d'un motif, mais aussi la répétition à travers l'histoire du cinéma ou des imaginaires cinématographiques et visuels d'un motif donné. Donc voilà, le chat noir, par exemple, ou la blancheur, la couleur blanc, parce qu'en fait, si Sophie Colson-Hitchkin arrive de Poe à Carpenter, c'est parce que ça transitionne par Lovecraft, qui est l'influence principale de Carpenter, mais qui est influencé par Edgar Poe quand il fait justement son texte sur les montagnes. Alors en français, je ne me rappelle plus le titre, In the Mountains of Madness, où il y a une référence textuelle. Donc ça permet le motif de aussi, alors du coup, de pas tout le temps parler d'adaptation, mais par contre, on est fréquemment, voire peut-être toujours, dans la question de l'intertextualité, c'est-à-dire les réseaux en fait entre les œuvres. Voilà, c'est une forme c'est quelque chose qui fait résonance, comme a dit voilà Vincent, c'est quelque chose qui construit des réseaux en fait entre les différentes œuvres de différentes périodes, et ainsi de suite. Ça, ce qu'on dit dans l'ouvrage en introduction, je crois, c'est que la puissance, le principe du motif, c'est qu'il a une puissance de migration, il circule, et donc une puissance de transformation. On le retrouve repris ici, transformé là, etc., ce qui permet en fait de façonner une sorte de cartographie imaginaire, qu'elle soit iconographique ou qu'elle soit sonore. Et le fait que les motifs puissent se déplacer depuis Poe vers d'autres imaginaires de cinéastes, comme par exemple voilà ce qu'on a dit sur Carpenter, montre bien que le motif est jamais délimité à une œuvre ou approprié à la pensée d'un seul auteur, mais peut comme ça circuler. Et ce sont ces régimes de transformation en fait qui sont de circulation et de transformation qui sont intéressants et qu'on a voulu essayer d'étudier dans ce livre. Mais ça dessine aussi avec du recul. Quand on lit les différents textes, ça dessine une certaine cartographie du cinéma d'horreur en général. Et on s'aperçoit que le cinéma d'horreur doit énormément à Poe. Le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique, parce que c'est pas forcément la même chose, et ça s'inscrit dans différentes traditions. Voilà, et forcément, donc l'influence, le cinéma d'horreur, c'est un peu le cinéma gothique, c'est dans la continuité du gothique, hein, en tout cas quand on est dans les cinématographies américaines, britanniques, et ainsi de suite. Donc il y a cet héritage-là. Alors ce qui est intéressant aussi, peut-être pour revenir à Poe, l'écrivain, c'est que Poe est déjà en train de parodier le gothique. Et donc l'une des choses qui nous intéressait avec le motif, c'est que si vous voulez, les motifs poesques sont déjà des motifs qui existent souvent dans le gothique et qui deviennent poesques par l'utilisation qu'en fait Edgar Poe. Et après sont réutilisés, ainsi de suite, par les artistes postérieurs. Voilà. Donc ça aussi, ça nous intéressait dans cette question de circulation. C'était pas de ne pas identifier Poe non plus comme une origine absolue, et comme voilà en fait une étape dans la construction d'un imaginaire, mais qui a été du coup après un peu identifié comme étant voilà poesque. Donc quand est-ce qu'un motif gothique est-il poesque et quand est-ce qu'il ne l'est pas en fait? C'est une question qu'on se posait un peu. Et cette question en fait elle est passionnante. Quand on voit Tim Burton par exemple qui met un chat dans son premier court-métrage Vincent, il y a un chat noir, on se dit c'est un chat noir, c'est un motif poesque, mais en même temps il est représenté, il est figuré de manière très burtonienne. On reconnaît l'iconographie de Burton. Et ce point d'ambiguïté en fait, de savoir à quel moment on est vraiment chez Edgar Poe, si on peut dire, ou dans l'imaginaire d'un autre cinéaste, ou est-ce qu'on est dans le gothique, ou est-ce qu'on est vraiment dans une retransfiguration par Edgar Poe? Est-ce qu'on est dans l'imaginaire cinématographique de Coppola, ou est-ce que c'est Coppola qui se réapproprie l'imaginaire d'Edgar Poe? Ce point d'ambiguïté est tout à fait intéressant, et la question du motif, encore une fois, permet
de mettre en défaut ces questions de l'assignation, en fait. Voilà, l'identité, en fait. Le Poe n'est pas propriétaire de ses motifs. Puisque les motifs circulent, ils sont en permanence réappropriés. Et donc, on Et puis, voit des cinéastes affiner leur style à partir de motifs qui sont peut-être au départ exogènes à leur œuvre. Pardon, je vous ai coupé. non, je vous en prie. En plus, j'allais vous dire qu'il y a le texte, parce que vous parliez de Coppola, il y a le texte de Pierre Jailloux, si j'ai bien compris, enfin, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, mais qui en fait, finalement, définit le fait que le cinéma de Coppola, en majorité, finalement, a toujours été avait toujours un lien très fort, très étroit, parfois aussi avec Poe. Il y a de cela. Donc, c'est comme si c'est comme s'il y avait une forme ils étaient habités par les écrits et l'ambiance de Poe. Il y a un texte très intéressant. Enfin, il y a un texte qui peut être très surprenant. C'est sur Romer de Philippe Fauvel, les oscillations d'idées, Edgar Poe et Éric Rohmer dans un miroir. J'aimerais bien vraiment que vous en parliez de cette parenthèse-là, parce que on a cité que des cinéastes américains et on pourrait croire que c'est logique, mais en fait, Rohmer, quand il travaille de manière pédagogique à cette période-là sur Poe, il y a quelque chose d'assez impressionnant et qui peut-être, pour le coup, pourrait aussi habiter une partie de l'œuvre de Rohmer. C'est quoi ce texte exactement, si on devait prendre celui-ci pour le coup? Ouais, c'est un texte de Philippe Fauvel qui est consacré à un court-métrage pédagogique en fait que Rohmer a consacré à Edgar Poe, et dans lequel en fait Rohmer, d'une certaine manière, remet peut-être un petit peu en question la vision très romantique qu'on peut avoir de Poe en France, notamment passé au prisme de Baudelaire, c'est-à-dire voilà, l'auteur romantique, poétique, etc. Et ce qu'essaye de montrer Rohmer dans son film, et ce que détaille bien Philippe Fauvel dans son texte, c'est à quel point en fait la pensée de Poe, sa pensée d'écrivain, sa réflexion d'écrivain, sa pratique d'écrivain, elle n'est pas tellement romantique, en fait, elle est quasiment mathématique. C'est-à-dire qu'il est dans une organisation, une structuration de sa pensée, et les motifs permettent ça aussi, c'est-à-dire il est dans une pratique de l'écriture qui relève de l'aménagement quelque part. D'ailleurs, il a un ouvrage qui s'appelle Philosophie de l'aménagement, non, c'est pas tout à fait ça le titre, je crois, mais qui montre ça. Poe dispose de manière très méthodique, très structurée, des éléments littéraires, des motifs, des sons, des mots, des termes, et cette structuration de la pensée qui relève de la géométrie, de la mathématique ou de l'ameublement, c'est une vision qu'on n'a pas forcément en France. Le regard qu'on peut avoir sur Poe, il est plutôt de l'ordre du romantisme, du fantasme, de la pensée un peu éthérée qu'on peut avoir comme ça d'un écrivain romantique. Et en fait, c'est pas tout à fait ça, Poe, c'est plus complexe que ça. Et le film de Rohmer essaye un petit peu de façon pédagogique de remettre les pendules à l'heure par rapport à cette vision très structurée, très géométrique de Poe. Alors, je répète, c'est Edgar Poe, c'est les motifs et ses motifs à l'écran. C'est un ouvrage collectif édité chez Presse universitaire de Rennes, et c'est dirigé par David Roche et Vincent Souladier. Toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo si vous souhaitez vous procurer le livre. J'ai une dernière question à vous poser, parce que le livre aussi questionne les adaptations télévisuelles, dont deux séries en l'occurrence, Following et Altered, je vais dire une bêtise, je vais très mal le prononcer et je vais m'en vouloir. Oui, Altered Carbon, c'est là où je voulais en venir. Comment on connaît différents cycles cinématographiques concernant les adaptations des romans de Poe, par exemple en l'occurrence Corman, et les textes qui parlent de ça, du travail sur les séries. Comment une série qui est sur plusieurs saisons, plusieurs épisodes, comment on peut définir des motifs par rapport à ce qui a été questionné pendant plus de 30 minutes sur Poe. Comment une série peut approcher ça? Alors, je pense que c'est assez évident finalement, parce que, en tout cas par rapport à la question des motifs, puisque la sérialité est forcément dans une forme en tout cas de répétition, d'épisodes semaine après semaine. Donc le côté construction d'un réseau de motifs, c'est quand même assez, c'est à la base même de l'écriture sérielle.
Et des fois même c'est visible dans le titre d'une série, hein, comme sur écoute, The Wire. The Wire, voilà, c'est le motif qui relie. C'est le motif qui relie différents mondes. Hein, c'est le monde de la drogue qui est sur écoute, et ainsi de suite. Donc du coup, enfin, prendre des séries, c'est plutôt une évidence pour voir se développer des motifs. Et là, il se trouve que ce sont 2 séries où en plus où c'est la figure de Poe même qui est reprise avec The Following, la combinaison de Poe et du masque. Donc ça, c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est à la fois c'est le masque du visage de Poe, donc c'est à la fois le masque de la mort rouge, par exemple, hein, mais la nouvelle de Poe, c'est la nouvelle, mais aussi du coup le visage de Poe comme quelque chose de connu de la culture populaire. Donc on aurait pu en fait, on n'a pas eu de proposition en ce sens, mais des Poe à la télévision, il y a déjà bien avant, hein, puisqu'il y a cette célèbre image de Hitchcock, Alfred Hitchcock présente avec ses corbeaux et ainsi de suite. Hitchcock dit toujours que Poe c'est une grande influence sur lui, hein, que sa mère lui lisait les nouvelles d'Edgar Poe quand il était jeune, et la structuration des épisodes, c'est une série anthologique, hein, où chaque épisode a une unité, mais justement comme une nouvelle, et donc comme une nouvelle notamment de Poe. Voilà, on aurait pu aussi avoir des études sur ça. Malheureusement, on n'en a pas eu. Mais ce qui est intéressant avec en tout cas une série feuilletonnante, où ça se suit, hein, d'épisode en épisode, comme Following Walter Carbon, c'est l'intégration de ce motif qui se répète. Et Altered Carbon, c'était particulièrement... Enfin, les deux, c'est intéressant. Pourquoi aussi? C'est la question du genre. C'est qu'il y en a un qui est plutôt genre policier, serial killer. Et donc, on dit souvent Edgar Poe, inventeur du policier avec les nouvelles sur du pain. Et Altered Carbon, c'est de la science-fiction. La science-fiction version cyberpunk. Et on dit souvent, Edgar Poe aussi... père de la science-fiction. Alors, c'est pas comment vrai, parce qu'il y a quand même Marie Shelley aussi, mais néanmoins, avec, voilà, par exemple, le texte Eureka, qui est discuté d'ailleurs dans le texte Philippe Faubel. Donc, voilà, donc il y a aussi cette filiation générique, hein, ce mythe d'Edgar Poe comme quelqu'un qui a aussi donné naissance à des nouveaux genres, dont le policier et en partie la science-fiction. Edgar Poe et ses motifs à l'écran, dirigé par David Roche et Vincent Souladier, c'est chez Presse Universitaire de Rennes. Voilà, je montre à nouveau la couverture. Merci beaucoup Vincent et David d'avoir pris de votre temps pour revenir sur cet ouvrage-là. Et puis le descriptif est dans la vidéo, enfin dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations. Merci beaucoup à vous deux et puis à très vite. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation en tout cas. Je vous en prie. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.